Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes le vendredi 3 avril. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les lacs d'Aiguebelette et du Bourget classés réserve naturelle. Ce matin, les élus de la région Rhône-Alpes ont annoncé leur intention de protéger ces deux espaces naturels. Un classement qui permet à la fois de lutter contre l'urbanisation autour des lacs et d'édicter un certain nombre de règles destinées à préserver les deux sites. Une première pour le speed riding, la discipline qui fait de plus en plus d'adeptes, organisée aujourd'hui à Samoin ses premiers championnats de France. Une première étape pour ce jeune sport né dans les Alpes en 2002. Et enfin, la Web TV débarque à l'université. 3 étudiants de l'IUT au Bourget-du-Lac se sont lancés dans l'aventure de la télévision en ligne. Un projet scolaire à l'origine qui a fait des émules puisqu'aujourd'hui l'ensemble de leur promotion alimente la Web TV en contenu vidéo. Et puis dans ce journal, nous reviendrons également sur la carte scolaire en Savoie dévoilée hier soir, mais aussi sur le grand rendez-vous du monde de la cardiologie à Chamonix. Et enfin, un retour sur l'une des plus anciennes entreprises publiques, La Poste, qui réfléchit actuellement à l'amélioration de son offre. Voilà le programme de cette édition. Je vous le disais en titre, 2 nouvelles réserves naturelles devraient être créées avant la fin de l'année en Savoie par la région Rhône-Alpes. Il s'agirait du lac d'Aiguebelette et du lac du Bourget. Pourquoi classer ces lacs réserves naturelles? Quel intérêt cela représente-t-il pour le site? Élément de réponse avec ce reportage, il est signé Jérôme Mittler. Alors là, les bateaux à moteur sont autorisés? Non, non, pas du tout. Ah, c'est bien. Embarquement immédiat pour le président de la région Rhône-Alpes. Les 510 hectares du lac d'Aiguebelette seront classés réserve naturelle régionale. Le 3e lac naturel français est ainsi soutenu par la région dans sa démarche de protection environnementale. Ici, il n'y a pas grand-chose qui changera. On s'inspirera beaucoup de ce qui a été fait. Nous sommes avec une navigation qui se fait par mode électrique, ce qui évite de polluer et qui en même temps évite de troubler les eaux. Il y a une protection des milieux naturels, on vient de le voir avec les roselières. Il y a aussi une activité de pêche qui est organisée, donc le mot réserve ne veut pas dire disparition de toute activité. Avec les chasseurs aussi, discussions ont lieu. L'aviron qui est aussi un des grands atouts du lac d'Aiguebelette. Donc pour nous, réserve naturelle régionale, ça veut dire d'avoir un label qui préserve la qualité. Plusieurs critères ont été retenus. Les rives du lac ne sont pas bétonnées et la qualité de l'eau préservée. Aucune trace de PCB ne serait d'ailleurs présente. Depuis plus de 20 ans, les bateaux à moteur sont même interdits. Du côté de la biodiversité, perchots, lavarets et ombles chevaliers sont présents dans les profondeurs. Autant d'arguments en faveur d'une réserve, un projet qui n'est cependant pas du goût de tout le monde. Aux autres campings, hein. Le plus de difficultés, c'est à travers les propriétaires riverains du lac qui, eux, sont encore pas tous convaincus du bien fondé d'une réserve et qui leur fait un peu peur. Donc ils espèrent toujours, à travers ce terrain, de pouvoir en faire quelque chose un jour. Et que plus il y aura de contraintes sur ce terrain, à l'intérieur de ce terrain, pour eux, c'est un peu une atteinte à la propriété. Reste que le label réserve naturelle devrait être officialisé d'ici la fin de l'année. Un projet de maison de la réserve est même dans les cartons pour le lac d'Aiguebelette. Le personnel de l'usine Dynastar de Sallanches manifestera demain dans les rues de la ville. Un rassemblement est prévu à 14 h après l'annonce faite par les dirigeants du groupe Rossignol d'un plan social. Les salariés de la filiale Eau-Savoyarde veulent exprimer leur inquiétude pour leur emploi. Au total, c'est 275 postes en France qui devraient être supprimés dans le groupe. La carte scolaire 2009 se dessine peu à peu en Savoie. Dans le premier degré, l'inspection académique a prévu la création de 7 nouveaux postes pour 190 élèves supplémentaires. Mais il faudra attendre la rentrée prochaine, en septembre prochain, pour connaître précisément les derniers arbitrages. Je vous propose d'écouter tout de suite les propos de l'inspectrice de Savoie au micro de Franck Simon. Évidemment, en Savoie, nous avons 190 élèves de plus dans le primaire, dans les prévisions de la rentrée 2009. Donc nous avons une dotation positive de 7 postes reçus du ministère. En ce qui concerne les réseaux d'aide aux enfants en difficulté, nous avons veillé à ce que les postes que nous devions rendre soient pris sur des endroits où il n'y avait pas de maîtres spécialisés en poste, sur la dizaine de postes où effectivement depuis plusieurs années parfois, eh bien, on palliait à l'absence de maîtres spécialisés en mettant tel ou tel remplaçant ou tel enseignant à titre provisoire. La CLAD de Jean Jaurès
J'ai réimplanté un poste, je le ferme la CLAD, oui, mais j'ai réimplanté un poste de maître spécialisé à Jean Jaurès en comptant que ce poste servira à la fois aux élèves recrutés qui ont besoin d'être encadrés de manière régulière en groupe fermé le matin peut-être, mais en souhaitant que ce moyen soit déployé comme il est réglementaire au bénéfice des élèves d'une école voisine sur la portion de l'après-midi par exemple. Mécontentement du côté des parents d'élèves de l'école des Hutins à Annemasse, ils dénoncent le non-remplacement des postes d'enseignants dans l'établissement. Demain, ils défileront dans les rues d'Annemasse pour exprimer leur colère. Le collectif réclame un rendez-vous auprès du député Claude Biraud. 150 000 personnes chaque année touchées par l'infarctus du cœur. Pour la première fois, les plus éminents experts internationaux sont réunis aujourd'hui et demain à Chamonix pour débattre ensemble des toutes dernières innovations en la matière. Il faut dire que les interventions cardiologiques ont beaucoup progressé ces dernières années. Voyez les explications et ce reportage d'Alexandre Powell et Lisa Mallet. Un cœur qui bat et qui à chaque soubresaut nous maintient encore plus en vie, c'est précisément cet organe qui est au centre des discussions du sommet radial. Et plus précisément, comment guérir l'infarctus en passant par la voie radiale, c'est-à-dire par le bras, au lieu de passer par l'artère fémorale de la jambe. Et c'est précisément au cœur du Mont Blanc, à Chamonix, que les experts se sont réunis. Les deux avantages inconditionnels de cette voie, c'est de diminuer le risque hémorragique, et puis ensuite de favoriser la déambulation précoce du patient après l'intervention. A contrario, la voie fémorale a son cortège de risque hémorragique et la nécessité d'être immobilisé pendant quelques heures après l'intervention. Même si la France est à la base de la technique, c'est au Canada qu'elle a été perfectionnée. Actuellement, 95% des interventions au Canada utilisent la voie radiale. On partage un peu la passion pour cette technique-là et aussi ses avantages. Puis on recueille aussi beaucoup de ces échanges-là. On apprend, on partage des connaissances, des expériences. Alors ce sont des réunions qui sont très importantes dans les deux sens. Ouais. Plusieurs cardiologues du monde entier sont réunis lors de ce sommet. But, comparer les pratiques grâce à la diffusion de cas concrets, mais aussi permettre aux plus jeunes de bénéficier de l'enseignement. Le congrès se tient sur 2 jours, jusque demain, samedi. Vive émotion de cet après-midi à Chambéry dans l'église du Sacré-Cœur pour les obsèques du résistant Robert Nantes, décédé dimanche dernier à l'âge de 86 ans. Ce Chambérien, fils de commerçant, s'était engagé dès l'âge de 18 ans dans le combat. Arrêté par la milice, torturé puis évadé, il avait combattu le fascisme jusqu'à la libération. Il était l'une des plus grandes figures de la résistance savoyarde et par ses témoignages, il avait beaucoup œuvré au travail de mémoire dans les écoles. Des centaines de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. La Poste réfléchit à une meilleure répartition de son offre. Avec plus de 17 000 bureaux sur tout le territoire, l'entreprise publique veut améliorer son système postal. Un observatoire national a même été créé en son sein en 2006 pour trouver des solutions. Les explications d'Alexandre Powell et de Laurie Célie. La Poste se modernise et ça se voit, se veut comme exemple nouveau bureau installé au cœur de la ville d'Annecy. Nouvelle boutique, nouveau système de lettres recommandées ainsi que de fils, la Poste s'adapte à son temps. C'est un projet national qui a été initié il y a déjà quelques années. Ce projet est modulaire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des nouvelles postes qui sortiront, vous verrez des projets s'adapter, continuer à avancer. Notamment, nous-mêmes, nous allons continuer à avancer, à avoir de nouvelles façons d'accueillir notre client, en étant, comme je vous l'ai dit, toujours plus présent dans la salle, c'est-à-dire qu'on va progressivement abandonner le système des guichets pour avoir carrément des petits blocs disséminés dans la salle, où là, le client qui rentre dans le bureau de poste n'aura plus ce sentiment d'avoir en face de lui une barrière, mais plutôt quelque chose de très fluide, de très convivial. Plus de convivialité donc pour cette maison de service public et une intention affichée d'adapter son offre. C'est d'ailleurs dans cet objectif que l'Observatoire national du service public territorial postal a engagé une étude comparative des différentes postes européennes. Premier arrêt, la Suisse et l'Italie. But de l'opération, adapter ses services aux transfrontaliers, mais aussi se nourrir de leur expérience. On a été très surpris de trouver à Genève tout à l'heure que la Poste suisse est présente dans certaines pharmacies. Parce que les pharmacies qui ouvrent jusqu'à 22h ou 23h ou qui sont de garde, elles ont aussi des possibilités. Elles se sont elles-mêmes présentées
pour assurer la présence postale. C'est pas la Poste qui est allée vers les pharmaciens, c'est les pharmacies à Genève qui ont dit nous, ça nous intéresse de prendre la présence postale parce que ça fait un flux de clientèle. Donc on va vers une évolution très forte de complémentarité des métiers à grande amplitude horaire et de service. Il faut savoir qu'une loi de 2005 impose à la Poste qu'au moins 90% de la population ait un accès à un point de contact de la Poste à moins de 5 km et à moins de 20 minutes de trajet automobile de son domicile. Et la Haute-Savoie fait figure d'exemple puisqu'elle porte ce chiffre de 90% à 96,7%. Et maintenant, intéressons-nous à une discipline peu connue du grand public mais qui prend de l'ampleur. C'est le speed riding, un sport qui combine à la fois glisse et parapente. Et 2009 fera date dans l'histoire de ce jeune sport, né en 2002 dans nos montagnes, car ses pratiquants organisent pour la première fois les championnats de France de la discipline. Ça se passe à Samoin, c'est jusqu'à la fin du week-end. Magali Choc et Laurie Selly se sont rendus sur place. De très bons skieurs freeride et des habitués du parapente. Tel est le profil de la quarantaine de candidats du premier championnat de France de speed riding. C'est vraiment du ski avec une aile au-dessus de la tête et on est un petit peu dans l'idée que ça reste dans du ride, descendre des pentes hors piste le plus rapidement possible. Là où un rider ne pourrait pas passer sinon si la barre est trop grosse, bah nous en speed riding on passe parce qu'on vole à ce moment-là. Donc vraiment on va utiliser le vol, la glisse en l'air et la glisse au sol. Pour participer à cette compétition, les concurrents doivent posséder leur brevet de pilote ainsi qu'une licence compétition délivrée par la Fédération française de vol libre. Rien n'est donc laissé au hasard afin que la compétition de speed riding obtienne sa place parmi les grands. Le dossard 26, 48, 41. Ça crédibilise sur du slalom, ça veut dire qu'on est assez précis pour faire du slalom comme des skieurs, qu'on sait s'arrêter dans une aire d'arrivée comme des skieurs. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi de prouver ça aux différentes stations qui sont un peu réticentes encore. Contrairement à ce que pensent certains, le speed riding ne consiste pas uniquement à se laisser tracter par la voile. Il est donc nécessaire de maîtriser certaines techniques. Faut savoir qu'en général, on est plus rapide en l'air qu'au sol. Donc il faut réussir à bien mixer le ski et le vol pour, sur les lignes droites, voler à ras le sol pour optimiser sur la vitesse. Et puis par contre, on tourne beaucoup plus serré à ski. Donc dès qu'il y a des grandes courbes à faire, il faut savoir remettre les skis au bon moment dans l'axe. Pour effectuer un parcours sans faute, les concurrents doivent garder les skis au sol lors du passage de chaque porte. Il est donc indispensable de bien gérer sa vitesse. Parfois, il vaut mieux ralentir à ski, mais on perd vite des secondes, plutôt que de prendre une pénale en passant la porte en volant. Donc c'est toujours un petit calcul, parce que 3 secondes en même temps, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Donc c'est un peu stratégique, ouais, mais c'est ça qui est bien. Le speed riding est donc un sport en pleine expansion. L'organisation du premier championnat de France fait germer dans l'esprit de certains l'espoir de voir un jour ce sport devenir discipline olympique. Et soyez prudents sur les pistes car le risque d'avalanche est encore élevé ce week-end. Cet après-midi aux Arcs, 2 saisonniers engagés sur des hors-pistes se sont retrouvés bloqués sur une barre rocheuse. Il a fallu l'intervention des CRS pour les y extraire. Ils ont finalement été ramenés par hélicoptère sains et saufs. Et on parle beaucoup de développement durable en ce moment dans l'actualité. Mais on le sait bien, la protection de l'environnement commence surtout par les petits gestes du quotidien de tout à chacun. Ce soir, nous avons voulu vous montrer une famille pour qui le développement durable prend un sens tout particulier dans la vie de tous les jours. Portrait d'une famille pas comme les autres. Il est signé Franck Simon et Florence Barmaverin. Voici la famille Henri, Franck, Babette, Mathilde et le petit dernier, Victor. Ils vivent dans cette maison écologique, exemplaire en termes de développement durable. Et les équipements ne se révèlent pas si compliqués, à commencer par ce poêle, unique source de chaleur de la maison, qui comporte bien des avantages. L'avantage pour nous du poêle à bois bûche, c'est qu'on avait le bois disponible sur le terrain avant de construire. Donc c'est vraiment un coût économique. Et en termes d'équipements écologiques, on retrouve également un triple vitrage, des panneaux solaires, mais aussi un puits canadien. Ce tuyau puise l'air frais de mètres sous terre et le fait circuler dans l'habitation via un système de renouvellement. C'est une VMC classique dans le sens où elle va extraire l'air de la maison dans les pièces humides, mais en plus elle va faire rentrer de l'air neuf dans la maison tout en récupérant la chaleur de l'air qui est extrait. On récupère 90% de la chaleur qui est extrait, donc effectivement on diminue grandement les pertes du renouvellement d'air. Mais chez la famille Henri, l'écologie c'est avant tout un mode de vie. Compost, potager, Babette apprend chaque jour à ses enfants ces gestes du quotidien.
Moi-même, je cuisine énormément de produits frais, donc de légumes. Donc tous ces légumes vont dans le petit bac vert. Et je dirais que c'est un peu la tâche de Victor. Quand le compost, le petit bac vert est plein, Victor se rend au compost, il le vide, il me le ramène. Voilà, maman, c'est fait. L'été, nous récupérons énormément de légumes. Tout le surplus, je le mets en congélateur et je dirais qu'on a passé l'hiver avec nos légumes et ça, je trouve ça vraiment génial. Si cette maison leur a coûté 17% plus cher à la construction qu'un habitat standard, la famille Henry s'y retrouve sur le long terme. Un engagement citoyen et responsable pour préserver l'environnement. Et maintenant, direction la toile internet, 3 étudiants de l'IUT du Bourget-du-Lac se sont lancés dans un projet original, créer une web TV. Une idée qui a fait son chemin puisqu'aujourd'hui c'est toute la promotion des étudiants qui participent à alimenter en vidéo leur site. Des courts-métrages, des vidéos institutionnelles, voire même des œuvres artistiques et les contenus sont variés. Florence Barmaverin et Franck Simon les ont rencontrés pour nous regarder. À première vue, une banale conférence. Et pourtant... Mais mademoiselle, mais ne dormez pas, vous êtes filmée. 3 caméras, un montage dans les conditions du direct. Voici l'équipe de Superflu, nouvelle web télé de l'IUT de Technolac. Comme Mathieu, ils sont plusieurs étudiants, services et réseaux de communication à être impliqués dans ce projet. Et le travail ne s'arrête pas au plateau de tournage. Mathieu nous fait découvrir l'envers du décor avec la régie. Là, c'est où la magie s'opère pour des montages en direct, style télévisuel, prime, donc d'émissions télé. Donc là, on travaille sur des montages numériques de consoles, on place nos caméras en bas, on règle nos plans, on a un thème, on a une télévision, on fait une fausse émission de télévision réalisée. Et après ici, on fait des montages en direct sur l'émission avec les différents plans. S'ils étaient 3 étudiants lorsque le projet a vu le jour, le phénomène a rapidement pris de l'ampleur pour être finalement adopté par la majorité de la promotion et les professeurs ne sont pas exclus. Tout le monde a contribué puisqu'en fin de compte ils reçoivent des cours, des enseignements pour pouvoir faire le travail. On était enseignants et clients, c'est-à-dire que le département avait le besoin, il y a des modèles qui existaient, d'autres web TV, étudiantes ou pas étudiantes, Dailymotion, YouTube, etc. Donc partant du besoin, les étudiants on fait cette première, on va dire, superflu, donc ce premier superflu qui est appelé maintenant à vivre avec d'autres groupes d'étudiants. Première web télé savoyarde, Superflu est avant tout dédié au domaine graphique et artistique, l'occasion pour chacun de mettre ses vidéos en ligne, avis aux vidéastes amateurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Excellent week-end à tous et à la semaine prochaine.